Quand je suis rentré à l'université, j'ai raté tous mes examens en janvier. Pas un seul de réussi, et pourtant j'étais tous les jours en bibliothèque jusqu'à 19 h pour étudier, mais en fait j'aurais pu rester jusqu'à 22 h que ça aurait rien changé, parce que selon la littérature scientifique, je savais juste pas comment étudier. Heureusement, un peu après, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui donnait des conseils scientifiques sur comment mieux étudier, et honnêtement, je savais même pas que ça existait. C'était deux vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Ali Abdal, et vraiment, ces deux vidéos, elles ont sauvé ma première année. C'est les vidéos que j'ai recommandées à tous mes potes pour que eux puissent réussir leur session, tellement elles avaient eu un impact sur mes résultats. Et j'aurais clairement pas eu mon master à 22 ans si j'avais pas vu ces vidéos. Elles durent plus de 20 minutes chacune, et elles sont en anglais, mais si vous parlez anglais et que vous avez le temps, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce qu'elles sont vraiment géniales. Je mettrai leur lien dans la description. Entre temps, j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire sur une analyse de l'efficacité des différentes méthodes d'études, et donc j'ai pu lire toute cette littérature scientifique. Du coup, dans cette vidéo, je voulais juste reprendre tous les concepts que j'avais pris des deux vidéos et de mon master qui m'ont permis de sauver ma première année et d'obtenir mon master. J'espère que vous serez vraiment convaincus après avoir vu cette vidéo, et c'est pour ça que je vais pas uniquement utiliser mon vécu, mais je vais aussi parler d'études et de tests qui ont été faits sur des étudiants qui sont vraiment hyper intéressants. Et si ça vous convainc pas, ben écoutez, j'arrête YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'en ai tiré trois gros concepts, je vais rentrer plus en détail par la suite, mais pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Le premier, c'était que les techniques les plus populaires utilisées par la majorité des étudiants sont en fait celles qui fonctionnent le moins. En fait, vu qu'on nous a jamais vraiment appris comment apprendre, on a tendance à, par défaut, un peu copier ce que les autres font, et donc ça veut dire que généralement, on va juste lire, surligner, faire des beaux résumés, et en fait, la littérature scientifique, elle montre clairement qu'elle catégorise ça comme des méthodes passives, et elle dit que ce sont des méthodes à faible utilité. Donc déjà, ça veut dire que ces trois techniques, ça dégage. Le deuxième concept, c'est la puissance des méthodes actives. Et je sais pas si c'est la puissance des méthodes actives ou l'inefficacité des méthodes passives, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que les méthodes actives qui fonctionnent pour apprendre efficacement. Vraiment, il n'y a pas de débat, et on verra plus tard dans la vidéo quelles sont les différentes méthodes actives que vous pouvez appliquer pour vos études. Et le troisième concept, c'est le concept de répétition espacée, et donc c'est comment est-ce qu'on va faire pour retenir l'information efficacement jusqu'à l'examen, et pourquoi juste étudier quelques semaines avant l'examen, c'est pas une très bonne idée. Ok, alors premièrement, on va parler des méthodes populaires mais inefficaces utilisées par la majorité des étudiants. Ça, je crois que c'est le plus gros piège dans lequel je suis tombé ma première année. Comme en bibliothèque, je voyais tout le monde lire leurs cours et faire des beaux résumés, même sur Instagram, je me disais que c'était certainement la méthode la plus efficace d'apprendre, et je crois que honnêtement, j'aurais pas pu plus me tromper. Alors il y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet, mais j'aimerais pour cette partie me concentrer sur une étude qui a analysé en fait des centaines d'autres études pour analyser l'efficacité des méthodes d'études, et c'est une analyse qui a été faite par professeur Dunlosky et collègues en 2013. Alors déjà, l'article scientifique dit que de nombreuses recherches ont montré que la lecture répétitive passive n'apporte que peu ou pas d'avantage à l'apprentissage. Pourtant, non seulement la lecture répétitive a été la stratégie la plus fréquemment citée, mais elle a également été la stratégie la plus souvent citée comme le premier choix des étudiants, et ce, avec une grande marge. Ok, donc je crois que c'est assez clair que la lecture passive, ça doit dégager. Next, on a tout ce qui est surligné. L'article dit que, sur la base des données disponibles, nous considérons que le surlignage et le soulignement ont une faible utilité. Dans la plupart des situations, le surlignage ne contribue pas à améliorer les performances, il peut même nuire aux performances dans les tâches de plus haut niveau qui nécessitent de faire des déductions. Il continue même par dire que les recherches futures devraient viser à enseigner aux étudiants comment surligner efficacement, étant donné que les étudiants continueront probablement à utiliser cette technique populaire en dépit de sa relative inefficacité. Alors ouais, je crois qu'il a dû tomber fort en dépression quand il a lu les stats. En vrai, même moi, je crois que je contribuais à sa dépression parce que quand j'étais en première, j'avais aussi mes petits fluos, tu sais, les pastels, pas ceux qui font mal aux yeux, et je surlignais en fait chaque catégorie avec des couleurs différentes, donc les titres importants en mauve, les dates importantes en bleu. Enfin bref, je crois que ce qu'il a dit était assez clair. Arrêtons de contribuer à sa dépression, et juste le surlignage, ça dégage. Et finalement, la dernière technique inefficace qui va certainement briser le cœur de beaucoup de gens, c'est de faire des résumés. Alors l'article dit que, sur la base des éléments disponibles, nous estimons que la synthèse est d'une faible utilité. Il peut s'agir d'une stratégie d'apprentissage efficace pour les apprenants qui savent déjà résumer. Cependant, de nombreux apprenants, y compris les enfants, les lycéens et même certains étudiants, auront besoin d'une formation approfondie, ce qui rend cette stratégie moins réalisable. Est-ce que tu as passé une formation, ou est-ce que tu sais déjà comment surligner efficacement ?
Menteur, pour qui tu te prends? En vrai, moi aussi, j'aurais kiffé que cette technique soit considérée comme haute utilité. Je crois que ça aura probablement sauvé ma première session en janvier. Malheureusement, c'est pas le cas, donc tout ce qui est résumé, ça doit dégager. Ouf. Alors maintenant qu'on sait ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on étudie? On nous a toujours dit qu'on apprenait en bourrant les informations dans notre cerveau, en les tapant jusqu'à ce que ça rentre, tout ça pour juste recracher les informations sur la feuille le jour de l'examen. Et en fait, c'est complètement faux. C'est même plus que faux, c'est anti-faux, parce que c'est carrément l'opposé. On n'apprend pas en bourrant des informations dans notre cerveau, mais en utilisant notre cerveau pour aller rechercher des informations. On a tous déjà assisté à ce prof de maths qui fait une résolution d'équation sur le tableau, et quand on voit la résolution, on se dit bah en vrai c'est super logique, jusqu'au moment où on doit le faire nous-mêmes sur notre feuille, et là on fait moins les malins. C'est parce que bêtement comprendre ce que le prof essaie de faire en regardant et en écoutant ce qu'il dit, c'est des méthodes d'études passives, alors que se tester en essayant nous-mêmes de résoudre les équations, ben ça c'est considéré comme des méthodes actives, et en fait ça nous mène à la deuxième partie de la littérature scientifique, les méthodes actives. Alors, qu'est-ce que notre cher monsieur Donlowski nous dit? Il nous dit que, sur la base des preuves décrites ci-dessus, nous estimons que les tests de pratique ont une grande utilité. Les effets de test ont été démontrés dans une gamme impressionnante de formats de tests pratiques, de types de matériel, d'âge d'apprenant, de mesures, de résultats et d'intervalles de rétention. Les tests de pratique ne demandent pas beaucoup de temps par rapport à d'autres techniques et peuvent être mis en œuvre avec une formation minimale. Enfin, plusieurs études ont démontré l'efficacité des tests pratiques dans des contextes éducatifs représentatifs. Bon, c'est beau. Et ça veut dire que la solution, elle est là et en fait, on nous l'a juste jamais appris. Pour vraiment enfoncer le clou et vous montrer que se tester, c'est la méthode à appliquer, on va parcourir 3 études qui justement ont voulu mettre cette hypothèse au test. Première étude, 1939. Ils ont pris un groupe d'étudiants et ils leur ont donné une matière à réviser pour leur donner un test un jour ou une semaine après. Ils ont divisé le groupe en deux et ils ont dit au premier groupe de réviser la matière comme ils le font d'habitude et puis ils leur ont donné leur test et ici c'était leur résultat. Donc c'était plus ou moins 50% pour les bons élèves et 25%, donc la moitié pour les moins bons. Après, ils ont dit au deuxième groupe d'aussi réviser la matière comme ils le font d'habitude, sauf que avant de passer le test, ils leur ont fait faire un test blanc à la fin de leur session d'études, et une fois qu'ils ont passé le vrai test, ça c'était leur résultat. Comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation de 15 à 20% rien qu'en se testant à la fin de la session d'études, donc vraiment, c'est vraiment huge. Deuxième étude, 2010, ils ont fait plus ou moins le même test, sauf que ça a été fait sur plusieurs échantillons et ils ont aussi testé ça sur des faits et des concepts. Donc le premier groupe va étudier comme il le fait d'habitude, puis va le réviser une deuxième fois avant de passer le test et ça c'était leur résultat. Deuxième groupe, ils vont aussi étudier comme ils le font d'habitude, sauf que au lieu de le réviser une deuxième fois, ils vont se tester et ça c'était leur résultat. Presque 2 fois plus de résultats pour le deuxième groupe, huge! Toujours pas convaincu? Dernière et meilleure étude, 2011. Encore un groupe d'étudiants qui sont cette fois-ci divisés en 4 groupes pour leur donner un test une semaine après, soit sur des faits ou des tests de compréhension. Ils ont demandé au premier groupe d'étudier la matière une fois, au deuxième groupe d'étudier la matière 4 fois, au troisième groupe de lire la matière une fois et puis de faire un mind map qui sont, c'est des schémas relationnels sur comment les différentes informations sont liées. Et au quatrième groupe de lire l'information une fois et puis d'essayer de se rappeler un maximum d'informations. Et ça, c'était le résultat sur les faits et sur la compréhension. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus de débat que se tester, c'est la meilleure méthode d'étude à appliquer. Mais c'est pas fini, parce que les scientifiques, ils étaient intelligents et donc ils ont fait encore un dernier test avant de mettre les étudiants au test. Et c'était qu'ils voulaient avoir une prédiction de ce qu'ils pensaient que les étudiants allaient catégoriser comme meilleure méthode d'étude, donc les plus efficaces, et quels allaient être leurs résultats. Et voici leur réponse. Donc vous pouvez voir que les étudiants ont voté l'étude répétée comme la méthode la plus efficace et se tester comme la méthode la plus inefficace, alors que maintenant on a clairement les résultats. Comme quoi, ce qui est le plus intuitif est pas toujours le plus efficace, et en vrai c'est difficile de croire que juste lire l'information et puis se tester dessus nous permet de mieux apprendre que d'étudier la matière 4 fois, mais c'est les résultats de l'étude et les chiffres ne mentent pas. Alors maintenant, je suis sûr que vous êtes curieux sur quelles sont les meilleures façons de se tester pour pouvoir mieux étudier. Et donc, je vais vous donner ce que moi, je pense personnellement être les meilleures méthodes les plus adaptées à chaque type d'étude.
Donc si vous êtes dans une filière comme médecine ou droit et que vous devez apprendre beaucoup de faits isolés, de dates, de noms de maladies, etc., moi je vous conseille vraiment d'utiliser tout ce qui est flashcard. Le concept c'est bêtement juste noter une question d'un côté et puis noter la réponse de l'autre et activement essayer de se tester en essayant de répondre la question et puis seulement après lire la correction et se corriger. Pour moi c'est vraiment la meilleure façon d'étudier tout ce qui est concept isolé, mais vu que c'est du par cœur, je trouve que c'est pas la meilleure technique à utiliser sur tout ce qui est concept parce que ça requiert plus de compréhension. Du coup, pour tout ce qui est concepts généraux comme la physique, les maths, la chimie, l'économétrie, je ferai juste énormément d'exercices. Résolution d'exercices forcément sans regarder la correction, juste pour pouvoir voir si on arrive à résoudre les exercices et puis se corriger par la suite. En fait, ça paraît évident, mais je préfère quand même le préciser que les deux méthodes, j'insiste vraiment sur le fait de se tester et de ne pas lire la réponse directe, mais de lire la réponse uniquement après s'être testé, parce qu'en fait, sinon, c'est pas se tester la méthode, c'est juste lire la réponse. Et donc, pour voir si la méthode est efficace ou pas, je crois qu'un bon indicateur, c'est de voir l'effort qu'on fournit. Si ça paraît simple, c'est que tu mets pas beaucoup d'efforts et donc tu vas pas beaucoup apprendre. Mais si tu trouves que ça te paraît difficile, alors à ce moment-là, c'est que tu mets de l'effort dans l'apprentissage et tu vas mieux apprendre. En fait, c'est normal et même nécessaire que le processus d'apprentissage soit difficile, sinon on n'apprend pas. C'est comme aller à la salle, je peux pas soulever des 2 kilos tous les jours et puis m'attendre à faire des progrès. Il faut que je me pousse un peu plus, que je me challenge un peu plus pour réellement commencer à progresser. Putain, trop cool. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fin de session, on doit juste se tester une fois pour pouvoir retenir l'information pour l'examen, alors? Attends, gars, j'y viens. Juste après cette petite pub commerciale pour te demander de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'apprécie vraiment le soutien et j'ai plein de bonnes choses qui arrivent pour 2024. Donc, sois sûr de ne rien rater en t'abonnant à la chaîne. Ok. Et je m'abonnerai pas. Yes, génial. Bon, maintenant qu'on sait comment apprendre, le plus important c'est comment est-ce qu'on retient cette information jusqu'à l'examen. Alors déjà, intuitivement, je crois qu'on a déjà tous remarqué que quand on étudie à fond un examen la veille, on a tendance à pas retenir l'information pour très longtemps et déjà oublier la majorité quelques jours après. Et c'est à cause d'un concept qui s'appelle la courbe de l'oubli. Et en fait, cette courbe, elle nous dit que quand on apprend une information, on aura tendance à oublier 80% de l'information après seulement 48 heures. C'est énorme et c'est pour ça que généralement on se rappelle de rien quand on étudie juste la veille des examens. Donc imaginez qu'on est à 100%, après 48 heures on est déjà plus qu'à 20%. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir garder cette barre à 100%? Et la réponse c'est on brise la courbe en revoyant l'information avec des méthodes actives, ce qui nous permettra de la remettre à 100%. Mais cette fois-ci, au lieu d'oublier 80% après 48 heures, cette fois-ci il nous faudra un peu plus de temps pour oublier l'information. Et puis la prochaine fois qu'on l'étudie, il nous faudra encore un peu plus de temps pour oublier, un peu plus de temps pour oublier, un peu plus de temps pour oublier, jusqu'à ce que l'information soit stockée dans notre mémoire à long terme. C'est important de se laisser un peu de temps entre chaque session de révision parce que en fait si on revoit l'information trop tôt, en fait on se souvient encore de tout et donc ça veut dire que ce sera trop facile, on mettra pas d'effort et n'oubliez pas que pas d'effort est égal à pas d'apprentissage. Et en fait, c'est très bien résumé dans cette étude absolument choquante de 2011 où ils ont pris 4 groupes d'étudiants pour essayer de leur faire apprendre des mots en swahili. Donc le premier groupe a étudié chaque mot une fois et ça c'était leur résultat. Donc bon, pas ouf, mais on pouvait pas s'attendre à grand chose. Le deuxième groupe a vu chaque mot et puis se sont testés une fois et ça c'était leur résultat. Donc vous voyez qu'il y a déjà une méga augmentation rien qu'en se testant et c'est pour ça que je vous bâche les oreilles depuis tout à l'heure avec cette technique. Et là, en fait, on rentre dans la partie intéressante, et c'est que le troisième groupe, on leur a demandé, comme le deuxième, de lire un mot et puis se tester directement. Sauf que après s'être testé, on leur a dit de se retester plein de fois d'affilée, et ça, c'était leur résultat. Et comme on l'a dit, en fait, quand on se teste et qu'on connaît déjà l'information et que c'est trop facile, mais en fait, il n'y a aucun apprentissage qui se fait. Mais par contre, le dernier groupe, les GOATs, les Tchads, ils ont fait la même chose que le troisième groupe, sauf qu'au lieu de se retester directement plein de fois d'affilée, ils ont espacé ces différents tests à travers leur session d'études, et ça c'était leur résultat. Ouais, non, je vous l'avais dit, vous étiez pas prêts. Enfin, non, je l'ai pas dit, mais vous étiez pas prêts. Les frérots, ils ont fait exactement la même chose que le troisième groupe, sauf qu'au lieu de le faire directement d'affilée, ils l'ont espacé à travers leur session d'études et ils ont presque triplé leurs résultats. Franchement, c'est vraiment trop fort et je sais pas pourquoi on nous apprend pas ça à l'école.
Donc en fait, ce que cette étude, elle nous apprend, c'est que quand on revoit nos cours, si on revoit nos cours, on a tendance à les revoir linéairement, donc en faisant chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et en fait, l'étude, elle nous dit que si on l'approche de manière différente, donc chapitre 1, chapitre 2, puis revoir si on a bien compris le chapitre 1, puis à ce moment-là chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et puis voir le chapitre 2, et de jouer comme ça en revoyant les différentes informations à travers la même session d'études, ben on est beaucoup plus susceptible d'intégrer l'information. Franchement, je trouve c'est dingue. Une application qui m'a trop aidé pour ça, c'est Anki. En gros, c'est une application de flashcard où ils ont un algorithme de répétition espacée à l'intérieur du système. Donc en gros, on va mettre des questions et puis il va nous la poser. Et en fonction du niveau de difficulté qu'on a pour répondre à la question, il va décider de s'il nous remet la question directement dans la même session d'études, ou bien 2 jours après, 4 jours après, 7 jours après. Et en fait, c'est cette information qui va lui permettre de déduire quel est le sweet spot pour pouvoir faire en sorte que l'information soit pas trop récente et donc on mette quand même de l'effort, mais que c'est pas trop lointain et qu'on ait tout oublié non plus. Donc vraiment, cette appli, elle est trop bien. Il faut juste pas faire l'erreur que moi j'avais faite, qui était que j'étais tellement enthousiaste d'utiliser cette application qu'en fait je me suis mis des flashcards pour tout et j'ai fini par devoir faire genre 1300 flashcards par jour, ce qui était complètement intenable. Donc il faut bien réfléchir à est-ce que cette information est assez importante ou est assez compliquée à apprendre pour que je la tourne en flashcard. Et si la réponse est oui, ben alors juste go. Après, Anki, je dirais que c'est pas forcément la meilleure application à utiliser si on n'est qu'à quelques jours de nos examens, parce que en fait l'algorithme est fait pour nous faire apprendre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et donc on n'aura pas forcément le temps de revoir toutes les flashcards, mais c'est une des meilleures applications en tout cas pour nous faire apprendre vraiment les informations sur le long terme. Mais là, s'il te reste vraiment plus beaucoup de temps avant ton examen, mais que tu veux quand même savoir quelles sont les meilleures méthodes à appliquer pour pouvoir réussir ton examen, alors je te conseille de regarder cette vidéo où je te fais un guide personnalisé sur quelle méthode tu devrais appliquer pour pouvoir réussir un examen s'il te reste que 3 jours. Si on se revoit pas, je te souhaite une très belle journée et sinon, on se voit de l'autre côté.